Mon fils avait disparu depuis 2 semaines entières. Je ne parvenais pas à le joindre sur son téléphone et j'avais le mauvais pressentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai parcouru plus de 300 kilomètres jusqu'à sa maison, dont je connaissais le code du portail par cœur. Quand j'ai ouvert la porte de la maison de mon fils, elle n'était pas verrouillée. C'est la première chose qui m'a glacé le sang. Mais lorsque je suis entrée dans le salon, ce qui m'a anéanti, ce n'était pas le désordre. C'était la note sur la table, écrite de la main familière de mon ancienne belle-fille. J'ai besoin de l'argent de l'assurance. Ne rend pas les choses plus difficiles. Une tasse de café renversée, une chaise par terre et des taches sombres de café séchées sur le sol, semblables à du sang. Je suis montée à l'étage. Soudain, un petit bruit est venu de sous le lit et une bouteille d'eau a roulé sur le plancher. Je me suis penchée et j'ai senti l'horreur m'envahir. Ce que ma belle-fille voulait acheter avec cet argent, c'était leur silence. Je m'appelle Evelyne Dubois. J'ai 61 ans. Je vis seule dans un petit village à la périphérie de Villefranche-sur-Saône. Je suis veuve depuis presque 10 ans, avec un fils unique, Clément, et mon petit-fils de 8 ans, Noé. Depuis que mon mari est décédé d'une maladie cardiaque, Clément était le seul réconfort qui me permettait de tenir. Il m'avait dit un jour « Maman, je veux que Noé grandisse dans une famille sûre et aimante, avec toi à nos côtés. » Je me souviens encore du regard déterminé dans ses yeux quand il a prononcé ces mots. Mais maintenant, même moi, je ne savais pas où se trouvait mon fils. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai appelé Clément chaque jour et chaque nuit. Au début, je pensais qu'il était occupé. Puis, je lui ai envoyé des messages. Puis, j'ai appelé son bureau. Rien. Aucun message ne passait. Aucun appel retourné. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, une sensation étrange, comme une main froide qui me serrait le cœur. Le 14e jour, j'ai décidé d'y aller. J'ai réservé le premier bus, serrant contre moi le manteau en tricot marron que Clément m'avait offert l'année dernière. Sur la route, je n'ai rien dit à personne. Pendant 3 heures dans le bus, je n'ai fait que regarder par la fenêtre, comptant les rangées d'arbres dénudés. Le mot « Lyon » sur les panneaux d'autoroute ressemblait plus à un avertissement qu'à une destination. La maison de Clément se trouvait dans un quartier tranquille avec des clôtures blanches et des pelouses bien entretenues. Je me souvenais encore du code du portail, une habitude de mère qui ne cesse jamais de s'inquiéter. Quand le portail s'est ouvert, ma poitrine s'est serrée. Tout était étrangement calme. Pas de voiture, pas de voix, juste le vent dans les pins, portant une odeur d'humidité et quelque chose d'acide. J'ai sonné à la porte. Personne n'est venu. J'ai appelé. « Clément! Noé !» Ma voix a résonné puis s'est évanouie. J'ai essayé la poignée de la porte. Elle a tourné facilement. Déverrouillée. J'ai presque cessé de respirer. Clément était méticuleux jusqu'à l'obsession. Il ne laissait jamais la porte déverrouillée, surtout avec Noé à la maison. À l'intérieur, l'air était froid et sec. Le salon était en désordre. Des chaises déplacées, des coussins par terre, une tasse de café renversée sur la table, une tache brune s'étalant comme du sang séché. Sur la table, il y avait une note manuscrite, dont j'ai immédiatement reconnu l'écriture inclinée. Brianna, mon ancienne belle-fille, l'ex-femme de Clément. Elle avait autrefois un sourire doux, et j'avais cru qu'elle serait une bonne belle-fille. Mais cette ligne écrite à la hâte était glaciale et cruelle. J'ai besoin de l'argent de l'assurance. Ne rend pas les choses plus difficiles. Mon estomac s'est noué. Une assurance? Clément m'avait dit qu'il avait tout annulé après le divorce. J'ai regardé autour de moi.
Tout semblait avoir été saccagé dans un accès de rage ou une lutte. La carafe d'eau sur la table était renversée, et quelques bouteilles en plastique jonchèrent le sol. J'ai avancé lentement, en faisant attention de ne pas marcher sur des éclats de verre. La cuisine était vide, la lumière toujours allumée. Une serviette en papier imbibée de café était froissée dans l'évier. Je suis montée à l'étage. Chaque pas claquait sur le bois comme une fissure sèche. L'air sentait l'humidité. La porte de la chambre de Clément était entr'ouverte. Le lit était encore fait. Aucun signe que quelqu'un y ait dormi. Sur la table de chevet, il y avait une photo du père et du fils au bord du lac du Bourget l'été dernier. Clément souriant, Noé sur ses épaules. J'ai touché légèrement le cadre. La poussière a sali mes doigts. Je me suis dirigée vers la chambre de Noé. Les jouets étaient éparpillés. Son ours en peluche préféré était face contre terre. La fenêtre était légèrement ouverte, les rideaux bougeant. J'ai appelé doucement. « Noé, mon chéri, c'est mamie. » Aucune réponse. Juste le vent s'engouffrant par la fente et l'odeur de poussière renfermée. J'ai fait quelques pas de plus. Soudain, un petit bruit, une bouteille en plastique roulant sur le parquet. Une bouteille vide a glissé dessous le lit. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis penchée, les mains tremblantes, et j'ai soulevé le bord de la couverture. Dans l'obscurité étroite sous le lit, il y avait Noé, recroquevillé, terriblement maigre, les yeux grands ouverts, la peau pâle. Il serrait la bouteille vide, comme si c'était la seule chose qui le maintenait en vie. « Noé ? Oh mon Dieu, mon petit garçon !» Je me suis effondrée, les larmes coulant. Il ne parlait pas. Il me fixait simplement, hébété, les lèvres gercées. J'ai tendu la main, mais j'avais peur de l'effrayer encore plus. « Je suis là, Noé », ai-je murmuré, mais il n'a ni répondu, ni bougé. J'ai reculé, tremblant si fort que je n'arrivais pas à composer le numéro. Il m'a fallu 2, puis 3 tentatives pour taper le 17. Ma voix s'est brisée en disant à l'opérateur : « Mon fils a disparu. Mon petit-fils est à la maison, épuisé. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » En moins de 10 minutes, des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers les fenêtres. 2 jeunes policiers sont entrés. L'un a demandé : « Où avez-vous trouvé l'enfant ? » J'ai pointé sous le lit, sans voix. Ils ont soulevé doucement le matelas. L'un d'eux a dit doucement : « Il respire, mais il est très faible. » Je me suis laissé glisser sur le sol, les jambes engourdies. Le crépitement de la radio de la police se mêlait à mes sanglots. Ils ont transporté Noé sur une civière et je les ai suivis comme un fantôme. Seules 2 pensées pulsaient dans ma tête. Où est Clément ? Et cette phrase sur la note : j'ai besoin de l'argent de l'assurance. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, j'ai tenu la main de Noé et j'ai murmuré : mamie est là, mon chéri. Personne ne te fera de mal maintenant. Sur le chemin de l'hôpital, je suis restée assise, immobile, regardant les lampadaires défiler par la fenêtre. À l'intérieur de moi, la peur se durcissait en autre chose, une résolution. Quelque chose de froid et de féroce s'est allumé. Où que soit Clément, je n'allais pas laisser la vérité être enterrée. J'ai pressé ma main contre ma poitrine et je me suis dit : où que soit Clément, je traînerai la vérité à la lumière. Je ne savais pas que cette promesse ouvrirait le voyage le plus long, le plus douloureux et le plus déterminé de ma vie. L'ambulance a fendu la nuit. La sirène a déchiré le silence et je suis restée assise à l'arrière, les mains si serrées qu'elles en étaient engourdies. Noé était allongé sur la civière, le visage blanc, les lèvres sèches, agrippant toujours la bouteille vide
comme si quelqu'un allait la lui prendre. Je regardais la perfusion instiller un liquide clair dans sa veine fine, ma poitrine écrasée. À l'hôpital, les infirmières ont transporté Noé en urgence. Je me tenais dans le couloir, craignant de cligner des yeux. Les néons crus illuminaient les visages des médecins pendant qu'ils travaillaient, et la porte automatique s'est refermée devant moi. J'avais l'impression d'être coupé du monde, laissé à flotter dans un vide en apesanteur. Un instant plus tard, le médecin de garde est sorti. Un homme d'une 50aine d'années, avec des lunettes rondes, le visage épuisé, les yeux bienveillants. « Vous êtes de la famille de Noé ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, la gorge en feu. Il n'a pas de blessures externes, mais son état est grave. Il est sévèrement déshydraté, malnutri et présente des signes de traumatisme psychologique prolongé. Son corps est épuisé. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son esprit. Il semble bloqué quelque part. Je me suis appuyée contre le mur pour rester debout. Il a poursuivi d'une voix plus douce. Nous allons le maintenir sous perfusion et le surveiller de près. Vous pouvez entrer, mais soyez très douce. Ne le pressez pas de questions. Cet enfant a vécu quelque chose de très grave. Je suis entrée dans la chambre. Noé paraissait minuscule dans les draps blancs. La ligne de la perfusion dessinait une arche sur un avant-bras si fin que je pouvais voir les veines bleues. Il serrait toujours la bouteille, sa main si crispée que l'infirmière n'avait pas essayé de la lui enlever. Je me suis assise et j'ai pris son autre main. Elle était froide, fragile, comme un petit oiseau tombé pendant une tempête. Une infirmière est venue ajuster la perfusion et est repartie. La chambre est redevenue silencieuse. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier, le seul son qui me convainquait que Noé était toujours là avec moi. La porte s'est ouverte doucement. 2 policiers sont entrés. Le plus jeune a hoché la tête. « Madame Dubois, nous sommes chargés de l'affaire de la personne disparue, Monsieur Clément Dubois. Nous avons besoin de quelques informations de votre part. » J'ai montré Noé du doigt. « S'il vous plaît, laissez-moi rester avec lui. Je vous dirai tout ce dont vous avez besoin. » Ils ont acquiescé et ont posé un enregistreur sur la table. Je leur ai tout raconté. Les 2 semaines d'appel sans réponse, la maison saccagée, la note écrite de la main de Brianna, et enfin le moment où j'ai trouvé Noé sous le lit. L'officier plus âgé a froncé les sourcils. « Votre belle-fille, Brianna Morin, où est-elle maintenant ?»« Je ne sais pas, » ai-je dit. Ils sont divorcés depuis presque 1 an, mais elle semble impliquée. Ils ont échangé un regard, puis ont dit qu'ils ouvriraient un dossier officiel de personnes disparues pour Clément et enverraient une équipe pour examiner la scène. Avant de partir, l'un d'eux a dit doucement : « Vous devriez essayer de vous reposer. La nuit va être longue. » Je n'ai pas répondu. Comment pouvais-je me reposer alors que mon fils avait disparu et que mon petit-fils gisait là, comme une ombre ? Vers minuit, une jeune psychologue est arrivée. Elle était blonde, les cheveux attachés, la voix douce comme la brume. Elle s'est assise près du lit et a touché la main de Noé. « Salut Noé, je suis Émilie. Tu m'entends ? » Aucune réponse. Elle a posé quelques questions supplémentaires, mentionnant son père, son école, sa matière préférée. Noé est resté silencieux, les yeux fixés sur le plafond, comme s'il pouvait voir à travers. Après avoir observé un moment, elle s'est tournée vers moi et a dit doucement : « Il est en état de stress aigu. Il s'est réfugié dans le silence pour se protéger. Il pourrait ne pas parler pendant des jours, voire des semaines. La meilleure chose à faire maintenant est de le faire se sentir en sécurité. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur s'est encore un peu plus fissuré. J'ai caressé ses cheveux et j'ai murmuré : « Tout va bien, Noé. Mamie est là. » À 1 heure du matin, Noé a soudainement eu un sursaut. La bouche ouverte,
comme s'il voulait crier. Mais seuls des souffles rapides et superficiels en sont sortis. J'ai bondi, lui ai bercé la tête, terrifié à l'idée que la perfusion se détache. Tout va bien, mon chéri. C'est juste un rêve. Une infirmière est entrée en courant, a ajusté la ligne et m'a rassurée. Des cauchemars, madame. Les enfants traumatisés en font souvent. Noé a serré les lèvres et est redevenu immobile. Je me suis rassise et j'ai chanté de ma voix rauque une souris verte qui courait dans l'herbe. C'était la berceuse que je chantais à Clément quand le tonnerre l'effrayait. Maintenant, je la chantais à son fils, ma voix tremblant tellement que j'avais envie de pleurer. La pluie a commencé à battre dehors. L'odeur d'antiseptique remplissait la chambre et rendait la respiration difficile. J'ai appuyé mon front sur ma main, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Où était Clément? Pourquoi Brianna avait-elle laissé cette note? Qu'est-ce qui avait forcé Noé à se cacher sous le lit, serrant une bouteille vide comme un enfant perdu dans le désert? J'ai repassé chaque détail des 2 dernières semaines. Le premier appel sans réponse, le texto « Tu vas bien, mon fils ?» qui n'est jamais parti. La 5e nuit, j'ai rêvé que Clément se tenait sur mon porche et m'appelait, le visage pâle, les yeux creux. Puis, je me suis réveillée en larmes. J'aurais dû savoir. J'aurais dû y aller plus tôt. Je me suis blâmée. Seconde après seconde. 4 heures du matin. J'étais toujours là, sans sommeil. L'infirmière a changé la perfusion. Je l'ai regardée en silence. Noé dormait d'un sommeil agité. Parfois, ses doigts se crispaient comme s'ils attrapaient quelque chose d'invisible. Chaque fois, je serrais sa main plus fort, craignant que s'il la lâchait, il disparaîtrait comme Clément. Quand l'aube a à peine éclairé le rideau blanc, je me suis levée et j'ai rapproché ma chaise du lit. Dans le couloir, les pas réguliers des médecins signalaient un nouveau jour. Mais pour moi, la nuit n'était pas terminée. J'ai sorti mon téléphone. Dans mes contacts, le nom Lefebvre, voisine, était toujours là. Madame Lefebvre avait été la gentille voisine de Clément, de l'autre côté de la rue, prudente et attentionnée. Je lui ai envoyé un simple message. Madame Lefebvre, c'est Evelyne. La police enquête sur la disparition de Clément. Avez-vous toujours votre caméra de Porsche? S'il vous plaît, aidez-moi à récupérer les images de cette nuit-là. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone. Dehors, la pluie avait cessé. Seul le vent agitait l'auvent de l'hôpital. J'ai regardé à nouveau Noé, ses cils frémissaient, sa respiration encore faible, mais plus régulière. Une larme est tombée sur ma main. J'ai compris qu'à partir de ce moment, la vérité ne se révélerait pas facilement. Mais je savais aussi que je n'avais pas d'autre choix que de continuer à avancer. J'ai serré doucement cette petite main. Nous trouverons ton père, Noé, peu importe le prix. Quand le soleil s'est levé sur les arbres à l'extérieur de l'hôpital, je n'avais toujours pas dormi. La nuit dernière, j'étais assise sur la chaise en métal froid, agrippant la main de Noé jusqu'à ce que l'infirmière change sa perfusion avant que je ne la lâche. Il dormait plus profondément, son visage moins tendu, mais il serrait toujours la bouteille vide comme si c'était la seule chose qui lui restait au monde. Le médecin a dit que son état physique s'était stabilisé. Maintenant, c'était son esprit. J'ai hoché la tête, sachant que le plus difficile serait de découvrir ce qui l'avait poussé à se cacher sous le lit pour trembler ainsi. Où était Clément? Et pourquoi mon ancienne belle-fille avait-elle laissé cette note? J'ai besoin de l'argent de l'assurance. Cet après-midi-là, après que Noé se soit assoupi grâce à un léger sédatif, je suis retournée à la maison de Clément. La police avait fini d'examiner la scène et m'avait permis de récupérer quelques affaires. L'air à l'intérieur était lourd d'humidité, de café séché et de vieilles peintures. La lumière du début d'après-midi
filtrait à travers les stores, projetant des bandes de poussière sur le sol. Je me suis arrêtée à l'entrée et j'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. La maison, qui avait autrefois été chaleureuse, ne contenait plus que le vide et le silence. Je me suis tenue dans le salon, puis je me suis assise et j'ai ouvert le carnet que j'avais apporté. Page après page, il y avait des notes désordonnées des 2 dernières semaines. J'ai rembobiné la chronologie dans ma tête, chaque détail comme une pièce manquante que je devais assembler. Le premier jour, Clément n'a pas répondu. J'ai pensé qu'il était occupé. Le deuxième jour, j'ai rappelé. Son téléphone a sonné. Personne n'a décroché. Le troisième jour, j'ai envoyé un message. « C'est maman. Vous allez bien tous les deux ?» Le message affichait une coche. Puis, plus rien. J'ai essayé une application de messagerie, impossible d'envoyer. Tous les canaux étaient coupés, comme si le père et le fils avaient disparu de la carte. Le quatrième jour, j'ai appelé le bureau de Clément. Une femme a dit gentiment « Monsieur Dubois a demandé un court congé. Nous pensions qu'il était parti en voyage avec sa famille. » J'avais du mal à le croire. Clément ne prenait jamais de congé sans me le dire, et il ne disparaissait jamais sans un mot. Le cinquième jour, j'ai contacté Étienne Paris, un ami de Clément de la société de logiciels. Étienne avait l'air fatigué et coupable en disant « Madame Evelyne, honnêtement, Clément n'allait pas bien ces derniers temps. Il a dit qu'il était stressé par des problèmes personnels. » Il a mentionné Brianna une fois, mais sans détail. Je crois que c'était une question d'argent. Il m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui s'y connaît en droit des assurances. Cette phrase m'a transpercée. Je savais que Brianna avait des dettes de jeu et que Clément avait couvert ses arrières à plusieurs reprises. Elle avait promis de changer de vie, et je ne l'avais jamais cru. Après le divorce, Clément avait gardé la maison et la garde de Noé. Je pensais que cela signifiait la sécurité. Peut-être étais-je naïve. Le 6e jour, j'ai appelé la voisine de Clément, Madame Lefebvre, la gentille femme de l'autre côté de la rue. Sa voix au téléphone était rauque et lente. « Evelyne, j'ai bien vu quelque chose d'étrange. Cette nuit-là, la nuit de la tempête, vers 23 heures. Les lumières de la maison de Clément se sont allumées, puis éteintes. J'ai aussi vu une camionnette étrange garée devant, puis repartir peu de temps après. J'ai serré le téléphone, je l'ai remercié, et je lui ai demandé de ne rien dire à personne. Mon instinct me disait que ce n'était pas seulement du stress professionnel. J'ai fermé le carnet et j'ai fait le tour de la maison. En passant dans le couloir, mes yeux se sont posés sur la boîte aux lettres en métal fixée près de la porte. Son clapet était légèrement ouvert, bourré d'enveloppes. Je les ai sorties, je me suis assise à la table et je les ai triées. Facture d'électricité, facture d'eau, publicité. Puis une épaisse enveloppe blanche estampillée « Service de recouvrement financier Morin ». J'ai figé. Morin, le nom de famille de Brianna. Dans le coin, destinataire. Brianna Morin, adressée à cette maison. Je l'ai ouverte avec précaution. Une lettre de recouvrement de dette de plus de 10 000 € avec un avertissement. Si le paiement n'est pas effectué dans les 15 jours, les biens seront saisis. Je tenais la lettre, le cœur lourd comme du plomb. Le nom de Brianna Morin vacillait dans ma vision, et de vieux souvenirs ont refait surface. Elle s'était enfoncée dans le poker en ligne, empruntant partout, et plus d'une fois s'en était prise à Noé simplement parce qu'il avait fait tomber son téléphone pendant une partie. Clément m'avait caché des choses, probablement pour m'éviter de m'inquiéter. Maintenant, chaque mensonge remontait à la surface. Je me suis levée et j'ai regardé autour de moi. Chaque détail semblait suspect. Je suis allée à la cuisine. Une armoire en bois sombre était suspendue. À l'intérieur, il y avait des factures en désordre, des emballages et de vieux reçus. J'ai ouvert le petit tiroir en dessous. Clément y rangeait toutes sortes de choses.
Du fouillis, un ticket de caisse jaune est tombé. Je l'ai ramassé et je l'ai ouvert. C'était un reçu pour un achat en gros d'eau en bouteille. Date d'achat, 1 semaine avant la disparition de Clément. Quantité, 5 packs de 24 bouteilles livrées à la maison. J'ai relu l'adresse. Cet endroit. Clément vivait seul avec Noé. Il n'avait pas besoin d'autant d'eau. J'ai tenu le reçu à la lumière. La signature n'était pas celle de Clément. C'était une écriture inclinée, signée BM, Brianna Morin. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'avais l'impression que quelqu'un était encore dans cette maison, caché quelque part. Je me suis tournée vers les escaliers. Une lumière tamisée éclairait le parquet, chaque pas semblant trop bruyant. J'ai glissé le reçu dans ma poche et j'ai quitté la cuisine. Une théorie terrifiante a commencé à se former. Quelqu'un avait été dans cette maison avant mon arrivée. Quelqu'un avait vécu tranquillement, utilisé cette eau et attendu le bon moment pour disparaître. Dehors, le vent a poussé la porte arrière et elle a grincé. J'ai frissonné et je me suis dépêchée de rejoindre ma voiture. En fermant la porte, j'ai levé les yeux vers la fenêtre du 2e étage. Le fin rideau a bougé comme si quelqu'un se tenait derrière, en train de regarder. J'ai démarré la voiture, les mains tremblant si fort que j'ai dû m'agripper au volant. La route qui sortait du quartier serpentait sous les feuilles sèches. Dans mon rétroviseur, la petite maison de Clément s'estompait derrière les pins. Une partie de moi voulait faire demi-tour pour affronter, pour creuser plus profondément. Mais l'autre partie, l'instinct, disait que ce n'était plus sûr. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à une station-service. En versant du café chaud dans un gobelet en papier, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Hagarde, épuisée, mais mes yeux brillaient de résolution. Je savais que j'étais sur la bonne voie, même si elle menait à la vérité la plus difficile. Ce soir-là, une fois rentrée chez moi, mon téléphone a vibré. Un texto de Madame Lefebvre. Evelyne, j'ai récupéré la vidéo de la caméra. La nuit de la tempête à 22h57, une camionnette noire s'est garée devant la maison de Clément pendant environ 15 minutes, puis est repartie. Je vous envoie le lien. J'ai fixé le message, le cœur lourd. Les pièces s'assemblaient, les phares, les lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, le reçu pour l'eau, le nom de Brianna sur la lettre de recouvrement. Une image floue se formait, mais je ne voulais toujours pas croire au pire de ce que je pensais. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Un vent d'hiver sifflait à travers la fente du rideau. À l'intérieur, une lumière chaude tombait sur mon carnet ouvert, où j'avais écrit une ligne courte et ferme. À partir d'ici, je suivrai chaque piste. Et je n'arrêterai pas jusqu'à ce que je sache ce qui est vraiment arrivé à Clément. Je m'étais à peine assoupie après une longue nuit lorsque mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant indiquait l'enquêteur principal, le lieutenant Cartier, qui était sur l'affaire de Clément depuis le début. Sa voix était basse et prudente, avec quelque chose qui m'a serré le cœur. « Madame Dubois, » a-t-il dit, « nous venons de terminer de réexaminer la scène avec du luminol. Nous avons des résultats. »« Qu'est-ce que c'est, lieutenant ?» ai-je demandé, bien que je savais déjà que ce ne serait pas facile à entendre. Une brève pause, puis lentement. « Nous avons trouvé du sang, madame. Beaucoup de sang dans le salon, près de la table basse. » J'ai entendu ma propre voix se briser dans le silence. C'était comme si quelqu'un avait jeté un bloc de glace dans ma poitrine et avait tout gelé. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. À qui appartient ce sang? J'ai essayé de garder ma voix stable, mais ma respiration était saccadée. Nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. L'échantillon est envoyé pour des tests ADN, mais la quantité de sang est suffisamment importante pour supposer que la personne a été gravement blessée, ou pire.
Je n'ai pas répondu. Tout autour de moi semblait s'estomper. Le vent à l'extérieur de la fenêtre, le goutte à goutte de la perfusion de Noé près du lit, tout cela s'est fondu en un son creux et glacial. Quand je me suis retournée, Noé me regardait. Ses grands yeux, vides depuis des jours, étaient maintenant remplis de larmes. Il n'a pas demandé. Il n'a pas attendu. Il a simplement murmuré, sa voix se brisant comme une corde cassée. « Mamie, papa ne va pas se relever, n'est-ce pas ?» J'ai figé. Personne ne lui avait dit ça. Ni une infirmière, ni un policier. Mais d'une manière ou d'une autre, cet enfant de 8 ans comprenait plus profondément que n'importe lequel d'entre nous. Je me suis précipitée vers lui et je l'ai serré dans mes bras. « Noé, écoute-moi. Ton père est juste parti loin. Nous ne savons rien de certain pour l'instant. » Mais Noé a secoué la tête. Les larmes coulaient, trempant mon épaule. Il a étouffé une phrase si douce qu'elle a presque disparu dans les airs. J'ai entendu ce bruit. Je sais. Puis, il est devenu mou dans mes bras, épuisé. Les infirmières se sont précipitées, le médecin juste derrière elles. Elles ont donné à Noé un léger sédatif. Je me suis assise à côté de lui tenant la main jusqu'à ce que sa respiration se calme. Sa petite main était toujours glaciale, comme si elle n'avait jamais quitté l'obscurité de cette maison. Cette nuit-là, alors que seules des lumières tamisées éclairaient les murs du couloir de l'hôpital, le lieutenant Cartier est revenu me voir. Il a apporté quelques dossiers et s'est assis en face de moi. « Madame Dubois, » dit-il d'une voix grave, « nous devons vous poser des questions sur un appareil électronique dans la maison de Clément. Pendant la perquisition, nous avons trouvé un vieux téléphone dans le tiroir du bureau. Il contient encore quelques enregistrements vocaux. L'un d'eux a la voix d'une femme. » J'ai retenu mon souffle. « La voix d'une femme ? » Oui, elle dit très clairement « Signe, l'argent sera entre mes mains. » Puis, il y a un bruit de fracas, comme quelque chose qui tombe. Mon cœur battait la chamade. Je connaissais cette voix, même avec seulement quelques mots. Brianna, sans aucun doute. Sa cadence, l'accent sec sur chaque mot, froid et métallique. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti un autre vieux téléphone, celui que j'avais trouvé dans le tiroir de Clément le premier jour, et je l'ai tendu à Cartier. « Il y a peut-être plus dans celui-ci, » ai-je dit, la voix rauque. « Vérifiez-le. » Il a hoché la tête, a ouvert son carnet, puis m'a donné une feuille de papier. « Pour utiliser cela comme preuve, nous avons besoin de votre consentement, car c'est une propriété familiale. » J'ai signé immédiatement, sans réfléchir. « Si quelque chose peut nous aider à trouver la vérité sur Clément, » ai-je dit, « j'accepte tout. » Après le départ de Cartier, je suis restée seule dans la chambre blanche et austère, les bips réguliers du moniteur cardiaque se mêlant au bourdonnement de la climatisation. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le visage de mon fils. Clément m'avait dit un jour « Maman, j'ai souscrit une assurance vie. S'il m'arrive quelque chose, on s'occupera de Noé. » Je l'avais grondé à l'époque. « Ne parle pas comme ça, mon fils. » Il avait seulement souri et dit « Je suis juste prévoyant, maman. » J'ai ouvert les yeux et j'ai fixé le plafond, la lumière crue du néon me brûlant la vue. Une pensée a jailli, si claire qu'elle m'a glacée. Une assurance vie. Et si Brianna était toujours la bénéficiaire, elle aurait un mobile. J'ai cherché dans mon portefeuille le numéro de la compagnie d'assurance, la carte de visite que Clément m'avait montrée lorsqu'il avait souscrit sa première police. J'ai appelé la ligne principale. Une voix de femme s'est fait entendre. Douce. « Merci d'avoir appelé Avenir Prévoyance. Comment puis-je vous aider ? Je suis Evelyne Dubois, mère de Clément Dubois. J'aimerais vérifier la police d'assurance vie de mon fils. Je comprends, mais pour des raisons de sécurité, pourriez-vous fournir un numéro d'identification ou un numéro de police ?
J'ai fouillé dans la pile de papier que j'avais apporté de la maison de Clément, et j'ai finalement trouvé une photocopie. Je lui ai lu le numéro. Après quelques minutes, elle a parlé lentement. Oui, la police est active. Souscrite il y a 6 ans. La bénéficiaire principale actuelle est Brianna Morin. Je suis restée silencieuse. Mon cœur s'est senti écrasé dans un poing. J'avais eu raison. Tout a commencé à tourner. La lettre de recouvrement, le reçu pour l'eau, la voix enregistrée, et maintenant le nom de Brianna dans le dossier d'assurance. Je suis désolée, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Si l'assuré est décédé, quel est le processus de paiement? Nous aurons besoin d'un certificat de décès et d'une confirmation de la police. Le bénéficiaire légal peut soumettre une demande de versement. Je comprends. Merci. J'ai raccroché, mais mes mains continuaient de trembler. Une seule pensée résonnait dans ma tête. Elle savait que la police était toujours active, et peut-être que Clément le savait aussi. Mais mon fils n'avait pas eu le temps de la changer. J'ai regardé à nouveau Noé. Il dormait. Un clair de lune filtrait par la fenêtre, projetant une lueur pâle sur son visage fin. Je me suis soudain souvenu des années tranquilles où Clément et Brianna étaient heureux. Je me suis revue dans l'ancienne cuisine en train de faire une tarte aux pommes pour la famille. Brianna riait, ses boucles brunes tombant sur ses épaules, les mains saupoudrées de farine. « Maman, je ferai ça pour Clément tous les week-ends, » avait-elle dit. Clément regardait sa femme avec tant d'amour. C'était vraiment un beau couple. Mais l'amour mêlé à l'argent et à la cupidité se transforme en un poison incolore. Je suis revenue au présent. Le moniteur cardiaque maintenait son rythme régulier. J'ai pris la main de Noé et j'ai murmuré « Noé, je te promets, quoi qu'il arrive, je trouverai la vérité. Et je ne laisserai personne salir l'honneur de ton père. » Dehors, un vent d'hiver hurlait dans le couloir de l'hôpital. À l'intérieur de moi, quelque chose s'est brisé. Pas des larmes, mais le dernier lambeau de vieille paix. Ce qui restait était une résolution froide. J'allais arracher chaque recoin caché de ce passé, peu importe qui je devais affronter. 3 jours plus tard, Noé est sorti d'un bref coma. Le médecin a dit qu'il était stable, mais toujours fragile. J'étais assise près de son lit, alors que la faible lumière du matin d'hiver filtrait par la fenêtre, teintant son petit visage d'un vert pâle. Noé a ouvert les yeux, a cligné plusieurs fois, puis s'est tourné vers moi. « Mamie !» Sa voix était un cri. J'ai sursauté et j'ai essuyé mes larmes. « Je ne pleure pas. C'est juste que ton père me manque. » Noé a légèrement hoché la tête, puis a regardé par la fenêtre. Après un long moment, il a parlé, la voix tremblant comme un fil. « Veux-tu savoir ce qui s'est passé cette nuit-là » Je suis restée immobile. Cette question m'a transpercé le cœur. J'ai tenu sa main fine aux veines bleues. « Seulement si tu es prêt, Noé. Ne te force pas. Je serai toujours là. » Il a hoché la tête faiblement, a pris une longue inspiration comme pour rassembler le dernier courage qui lui restait. Puis il a commencé, lentement et d'une voix tremblante. « Cette nuit-là, il pleuvait très fort. Le vent hurlait à la fenêtre et papa n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans le salon. Je jouais avec des Legos quand la sonnette a retenti. Pas une fois, mais plusieurs fois de suite. » Noé a fermé les yeux, comme s'il pouvait encore l'entendre dans sa tête. Papa a regardé par le Judas. Je ne l'ai jamais vu aussi effrayé. Son visage est devenu blanc. Puis il s'est retourné et a dit rapidement « Noé, écoute-moi. Va sous le lit. Ne sors pas avant que je t'appelle. Quoi qu'il arrive, tu as compris ?» J'ai écouté chaque mot, la gorge serrée. Papa m'a poussée dans ma chambre, a tiré la couverture sur le lit. J'avais si peur, mamie. Mon cœur battait la chamade.
Je suis restée immobile et j'ai regardé à travers un espace dans la couverture. Puis papa a ouvert la porte. La voix de Noé a commencé à trembler plus fort. J'ai serré sa main et j'ai hoché la tête pour qu'il sache que j'écoutais. J'ai vu une femme entrer en premier. C'était maman, Brianna. Noé appelait toujours Brianna maman, bien qu'elle ne l'ait jamais mérité. Derrière elle, il y avait un grand homme costaud en manteau noir. Papa a dit quelque chose, mais je n'entendais pas tout à cause de la pluie. La voix de maman était très forte. Signe ça, Clément. J'en ai assez de tes petits jeux. Signe ça, et ce sera fini. Papa a secoué la tête. Puis maman a souri. Noé a hésité, puis a continué. Je ne l'ai jamais vu sourire comme ça, si froidement, mamie. Elle a dit « Tu crois que je plaisante ? Si tu ne signes pas, je jure que je rendrai les choses plus compliquées que tu ne peux l'imaginer. » Papa a dit « Je n'ai plus un centime pour toi, Brianna. Arrête. Tu es en train de détruire ta vie. » Noé m'a regardé, les yeux pleins de larmes. Puis l'homme avec elle, celui qui est venu avec maman, s'est approché. Il était immense, beaucoup plus grand que papa. Il a parlé à voix basse, mais c'était effrayant. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Brianna ?» J'ai retenu mon souffle. Chaque phrase était comme une lame qui tombait dans ma poitrine. Noé a dégluti difficilement, sa petite main serrant la couverture. Puis papa a poussé la table. Cet homme l'a soudainement bousculé violemment. Papa a trébuché en arrière, a glissé, et sa tête a heurté le coin de la table. Il y a eu un grand craquement, puis de l'eau rouge est sortie. « Mamie, beaucoup. » La voix de Noé s'est brisée. Je voulais sortir en courant, mais papa m'avait dit de ne pas le faire. Alors, j'ai retenu mon souffle et j'ai regardé à travers la couverture. J'avais peur qu'ils entendent ma respiration. Maman est restée là, tremblante pendant une seconde, puis a crié à l'homme. « Oh mon Dieu, qu'as-tu fait ?» Mais il a juste dit « C'est trop tard maintenant. Nettoie ça. » À ce jour, je ne comprends toujours pas. Comment quelqu'un qui a été autrefois appelé « mère » a pu voir cela et se détourner? Que pensez-vous de ce moment? Parfois, le choix entre rester et partir est ce qui définit une personne. Mes mains sont devenues froides. Noé a continué, sa voix s'estompant comme une brise. Je les ai vus envelopper papa dans une couverture, puis le traîner dehors. J'ai entendu la porte arrière claquer, la pluie battante, puis des roues qui roulaient. Après ça, le silence. Seulement la pluie. Je l'ai serré doucement dans mes bras. « Tout va bien, Noé, je suis là. » Je suis restée sous le lit longtemps, mamie. J'avais peur qu'il revienne. J'ai eu soif, j'ai attrapé la bouteille d'eau sur la table, je l'ai bue en entier, et j'avais encore soif. J'ai gardé cette bouteille tout le temps, jusqu'à ce que tu arrives. Noé a fait une pause, ses petites épaules tremblaient. Je l'ai serré contre moi, sentant son cœur marteler contre ma poitrine. « Mamie, » a-t-il murmuré. Maman ne m'a pas regardé, pas une seule fois. Elle a seulement regardé papa, puis elle est partie. J'ai fermé les yeux, alors que la chaleur se déversait des coins de mes yeux. Nous sommes restés ainsi longtemps, avec seulement le bip régulier du moniteur cardiaque. J'ai lissé les cheveux humides de sueur du front de Noé, sentant son faible souffle sur mon poignet. À l'intérieur de moi, une profonde fureur océanique est montée. Fureur contre la cruauté de Brianna et fureur contre moi-même d'avoir cru qu'elle pouvait changer. Quand Noé s'est endormi, je suis sortie dans le couloir. Le lieutenant Cartier attendait. Il m'a fait un signe de tête. « Madame Dubois, le garçon a-t-il dit quelque chose ?» Je l'ai regardé, la voix rauque. « Il m'a tout dit, la nuit de la tempête. Brianna et un homme. L'homme a fait tomber Clément. Puis, ils ont emmené mon fils. »
Les doigts de Cartier se sont resserrés autour de son stylo, une vive résolution brillant dans ses yeux. Est-ce que Noé a mentionné le nom de l'homme? J'ai légèrement hoché la tête. Oui, il se souvient du nom de Tran, probablement Tranvos. J'ai entendu Clément le mentionner, un copain de Brianna de leur jour de jeu. Cartier l'a noté, puis a parlé lentement. Si le récit est exact, nous pouvons les poursuivre tous les deux. Mais nous aurons besoin de preuves matérielles, de sang, d'ADN, de caméras à proximité. Je comprends, ai-je dit, et j'ai autre chose. J'ai sorti un papier de ma poche, la lettre de recouvrement de dette au nom de Brianna et le reçu pour l'eau en bouteille. J'ai trouvé ça dans la maison de Clément. Combiné avec le récit de Noé, je crois qu'elle était dans la maison avant cette nuit-là. Ils se sont préparés à cela. Cartier les a pris, son expression s'assombrissant. Nous allons ajouter tout cela au dossier. Merci, vraiment. J'ai hoché la tête et je suis retournée dans la chambre. Noé dormait toujours. Son visage était strié de larmes séchées. Je me suis assise, j'ai pris sa main et j'ai parlé comme un vœu. Noé, ce que tu as fait était très courageux. Je te promets que je transformerai ton histoire en une clé pour la justice. Même si je dois affronter le monde entier, je le ferai. Dehors, la pluie a recommencé. Le vent frappait la fenêtre comme quelqu'un qui frappe. Régulier, froid, implacable. J'ai regardé dans le noir et j'ai su que la route à venir était longue. Mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais ce que les coupables n'ont jamais, la vérité. J'ai posé ma main sur la poitrine de Noé, sentant son rythme cardiaque se synchroniser avec le mien. À ce moment-là, j'ai murmuré non seulement à lui, mais à l'esprit de Clément, où qu'il soit. Mon fils, repose en paix. Je chercherai justice pour toi, centimètre par centimètre. 2 jours après le témoignage de Noé, l'enquête a complètement changé de direction. Je n'étais plus seulement une mère attendant des nouvelles. Je suis devenue une enquêtrice silencieuse, une partenaire pour éplucher chaque couche d'obscurité, recouvrant la mort de mon fils. Ce matin-là, le lieutenant Cartier est venu à l'hôpital avec une petite clé USB. Il l'a posée sur la table, sa voix rauque de nuit blanche. « Madame Dubois, nous avons reçu un clip de Madame Lefebvre, la voisine de Clément. Je pense que vous devriez le voir. » J'ai hoché la tête. Il a ouvert son ordinateur portable. Des images granuleuses en noir et blanc ont vacillé, floues par la pluie. L'horodatage dans le coin indiquait 22h57. La nuit de la tempête. Les lampadaires clignotaient. Le vent courbait les arbres. Une camionnette noire est entrée dans le cadre, a ralenti et s'est arrêtée devant la maison de Clément. La benne était recouverte d'une épaisse bâche, la pluie formant des flaques luisantes. C'est à ce moment-là que Madame Lefebvre a dit avoir entendu des bruits. A dit Cartier. Il a fait défiler la timeline. Après environ 15 minutes, la camionnette est repartie. Les feux de freinage éteints. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une petite silhouette à l'arrière, grande, aux épaules larges. Cartier a fait une pause sur l'image et a zoomé. Le visage était caché par une capuche, mais la mâchoire anguleuse avec une barbe m'a donné la chair de poule. Tranvos, ai-je murmuré. C'est lui. Cartier a hoché la tête. Nous le pensons aussi. Le problème, c'est que la camionnette n'est pas immatriculée à son nom. Mais il a appuyé sur une touche, affichant un autre clip. Les caméras de circulation à 2 intersections à 5 km de là ont filmé la même camionnette, identifiable par une éraflure sur la portière droite. À l'écran, le pick-up a clignoté sous la lumière de l'intersection, puis a disparu dans la pluie. Cartier a continué. Après la 2e intersection, les caméras l'ont perdu. Cependant, la plaque d'immatriculation correspond à des véhicules utilisés par le gang du Nord,
Un groupe de prêteurs sur gage autour du nord de Grenoble. Tran a des liens avec eux, il a déjà été détenu. Pas assez de preuves pour l'inculper. J'ai fixé les images aqueuses. Un frisson me parcourant le dos. La mort de Clément n'était pas seulement une tragédie familiale. Elle touchait un réseau où la dette et le sang s'échangeaient comme des marchandises. Cet après-midi-là, j'ai suivi Cartier jusqu'au vieux motel où Brianna vivait après le divorce. Il se trouvait au bout d'un chemin de terre humide, entouré d'une clôture rouillée et de panneaux délavés par le soleil. Porte numéro 12, celle de Brianna, était scellée, vacante. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années, nous a accueillis avec des yeux lasses. « Je la connais », a-t-elle dit. Elle est partie précipitamment. Il y a 2 semaines, elle a dit qu'elle déménageait plus près de la ville. Elle n'a pas dit où. Je me souviens de 2 hommes qui attendaient dans une voiture ce jour-là. Ils avaient l'air de types louches. Cartier a demandé « Avez-vous entendu ce qu'ils ont dit ?» Non, ils lui ont remis une enveloppe. Elle l'a prise et a fait ses bagages rapidement. Je l'ai entendue pleurer dans la chambre en disant quelque chose comme « Le temps est écoulé ». Puis elle est partie. Je suis restée immobile, le vent sifflant dans le passage étroit, ma poitrine froide. « Vous souvenez-vous de la plaque d'immatriculation ?» ai-je demandé, sachant que la réponse serait non. Elle a seulement secoué la tête, puis a claqué la langue. « Mais je me souviens que la benne de la camionnette avait une bâche noire comme ces camions frigorifiques. » J'ai jeté un coup d'œil à Cartier. Nos regards se sont croisés. Pas besoin de mots. Même description, même nuit, même camionnette. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. La pluie a recommencé. Je me suis assise dans mon salon, regardant les lampadaires se répandre sur le cadre de la fenêtre. Une lourdeur est montée en moi, comme si tout ne faisait que commencer. J'ai pensé à Noé, à ses yeux creux alors qu'il revivait la nuit de la tempête. L'image s'est précisée. Brianna noyée sous les dettes. Tran lié au gang du Nord. Et Clément qui a refusé de signer, payant de sa vie. Le lendemain matin, Cartier a de nouveau appelé. Nous avons un rapport. Tran Vos a été repéré près d'un prêteur sur gage sur l'avenue Jean Jaurès. Nous allons procéder à son arrestation. J'ai serré le téléphone. Et Brianna ? Toujours aucune trace. Mais si Tran parle, les choses pourraient se débloquer. Dans l'après-midi, Cartier a appelé avec des nouvelles. Tran était en garde à vue. Il s'était présenté au vieux prêteur sur gage pour tenter de vendre une montre d'homme gravée « CD », Clément Dubois. Quand la police est intervenue, il a tenté de s'enfuir et a été plaqué au sol. Sous les lumières de l'interrogatoire, Tran transpirait, les yeux fuyants. Cartier m'a dit d'une voix lourde « Il a été vague, mais a admis avoir transporté un colis en périphérie. Quand je lui ai demandé quel colis, il s'est tu et a dit « Demandez-lui, elle sait mieux que quiconque. » Nous demandons un mandat pour un entrepôt du gang du Nord. J'ai murmuré « Un entrepôt frigorifique. » Cartier a hoché la tête. Oui, une vieille installation sur la 83e, soi-disant fermée l'année dernière, mais il y a eu de l'activité cette nuit-là. Je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la camionnette noire dans la tempête. La pluie brillant comme du sang. Aux premières lueurs, le téléphone a sonné. C'était Cartier. « Madame Dubois, nous sommes en route pour l'entrepôt du gang du Nord. Je pense que vous devriez rester avec Noé à l'hôpital. Je vous appellerai avec les résultats. » Je suis restée assise, écoutant le grésillement de la radio et les sirènes lointaines sur son haut-parleur. 1 heure plus tard, le 2e appel est arrivé. La voix de Cartier était sèche. « Madame Dubois, nous l'avons trouvé. » Je n'avais pas besoin de plus pour comprendre, mais il a continué. Dans l'entrepôt, derrière une rangée de conteneurs frigorifiques, nous avons trouvé le corps d'un homme enveloppé dans une couverture, scotché.
À proximité, il y avait une carte d'identité d'entreprise. Clément Dubois. Je suis tombée en arrière dans le fauteuil, mes doigts s'enfonçant dans l'accoudoir jusqu'à saigner. Aucun son n'est sorti de ma gorge, seulement un souffle déchirant comme une corde cassée. La pièce a tourné, le plafond, les murs, le cadre de la fenêtre, tout tourbillonnait en un entonnoir silencieux. Cartier a parlé doucement. Je suis désolé, Madame Dubois. Mais au moins, nous savons où il est. Je ne me souviens pas comment j'ai mis fin à l'appel. Je sais seulement qu'après un moment, je me suis levée et je suis allée à la petite table où se trouvait la vieille photo de mariage de Clément. J'ai posé ma main sur le cadre, mes doigts tremblant sur le sourire doux de mon fils. Mon fils, je t'avais promis que je te trouverais, ai-je murmuré, et j'ai tenu ma promesse. Mais ce n'est pas fini. Je ne laisserai personne vivre en paix après ce qu'ils ont fait. Dehors, la pluie est tombée à nouveau. De lourdes gouttes sur le toit en métal, sonnant comme le tic-tac lent et régulier de la justice qui approche. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné alors que j'étais assise près du lit de Noé. L'écran affichait le lieutenant Cartier. Sa voix était rauque par manque de sommeil. Lente, comme s'il choisissait chaque mot. « Madame Dubois, nous avons besoin que vous veniez à l'Institut médico-légal de Grenoble pour une identification. » Je n'ai rien demandé d'autre. À ce moment-là, je savais qu'il n'y avait plus de place pour de faux espoirs. Je me suis penchée et j'ai embrassé le front de Noé. « Mamie revient bientôt, mon chéri, » ai-je dit, en essayant de paraître calme. Il a hoché la tête faiblement, serrant toujours son ours en peluche, la seule chose qui restait de la maison qui avait disparu. Le trajet jusqu'à la morgue a été plus long que prévu. Le paysage défilait par la fenêtre, de vieux bâtiments. Un ciel lourd d'humidité et des traînées de neige maculaient le long du trottoir. Je ne me souviens pas combien de fois j'ai expiré. Je sais seulement que ma main serrait la sangle de mon sac à main, comme si c'était une fine corde qui me liait à la réalité. Quand nous sommes arrivés, le couloir de la morgue était glacial. L'odeur de désinfectant mêlé au métal me tordait l'estomac. Un membre du personnel légiste en blouse blanche s'est approché et a hoché la tête. « Madame Dubois, veuillez me suivre. » J'ai fait des pas lourds. La porte en acier s'est ouverte avec un grincement qui ressemblait à un gémissement. À l'intérieur, une lumière fluorescente pâle tombait sur des tables froides en acier inoxydable. Au centre de la pièce se trouvait une table recouverte d'un drap blanc. « S'il vous plaît, préparez-vous, » a dit doucement le membre du personnel. Je ne sais pas si j'ai hoché la tête. Mes jambes sont devenues faibles lorsque le drap a été retiré. Et puis, le monde s'est effondré. Clément. Même avec la pâleur de son visage et ses lèvres violettes, je reconnaissais mon fils. Le nez droit, les sourcils épais, le front haut que j'embrassais tous les soirs quand il était petit. La seule différence, c'est qu'il ne respirait plus. J'ai tendu une main tremblante et j'ai touché sa joue. Froide. Si froide qu'elle me brûlait la peau. « Mon fils » ai-je murmuré, les mots s'accrochant comme le vent à travers une porte fissurée. « Maman est là. » Derrière moi, le lieutenant Cartier a baissé la tête. Le médecin légiste a prononcé la confirmation formelle, a griffonné des notes dans un registre, puis a doucement remonté le drap. Je me suis détournée et j'ai ravalé mes larmes. Il n'y a pas de langage pour ce genre de perte. Toucher l'enfant que vous avez mis au monde et ne trouver qu'un corps, pas d'âme. Nous sommes passés à la pièce voisine pour entendre les résultats préliminaires. Le médecin légiste, une femme aux cheveux gris avec une voix petite mais ferme, a ouvert un dossier et a dit « Conclusion initiale.
traumatisme crânien mortel, dû à un fort impact contre un objet dur. L'heure du décès correspond à la nuit de la tempête, entre environ 23 heures et minuit. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Le timing correspondait exactement au récit de Noé. Elle a poursuivi. Nous avons également analysé les objets trouvés dans la benne de la camionnette. Il y a une couverture avec d'importantes taches de sang et un manteau beige pour femme. L'ADN du sang correspond à celui de Clément Dubois. Les fibres du manteau correspondent au profil ADN de Brianna Morin. Cela m'a frappé comme la foudre. Je savais que même sans verdict, la vérité avait montré son visage. Mon ancienne belle-fille, celle qui m'appelait autrefois « maman », d'une voix douce, portait maintenant la plus lourde culpabilité de ma vie. Cartier a parlé doucement. Avec ces preuves, plus la police d'assurance vie désignant Brianna comme bénéficiaire, nous avons des motifs pour demander un mandat d'arrêt national. Ils ont trouvé une demande de virement en attente indiquant qu'un paiement était en préparation. Je me suis appuyée contre la table. Ma tête tournait. « L'argent de l'assurance » ai-je répété, la voix tremblante. « A transformé la mort de mon fils en un investissement. » Cartier n'a rien dit. Je savais qu'il était aussi ému. Ses yeux étaient rouges. Il a dit « Le mobile est clair, Madame Dubois. Fraude à l'assurance. Nous ferons tout notre possible. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin d'air. À l'extérieur de la salle d'examen, je me suis affalée sur un banc dans le couloir. Le froid du béton s'infiltrait à travers mon manteau. J'ai serré mon sac à main, l'ours en peluche à l'intérieur pour Noé, la seule chose qui me donnait l'impression de ne pas avoir tout perdu. J'ai pressé mon visage contre lui, laissant le vieux tissu et une légère odeur de lait apaiser mon cœur déchiqueté. À travers le verre dépoli, j'ai vu Cartier parler avec un autre enquêteur. Ils échangeaient des mots rapides, griffonnant sans arrêt. Au bout du couloir, un voyant d'imprimante rouge clignotait. Le rapport d'autopsie s'imprimait, enregistrant les derniers détails de la mort de Clément. Une feuille de papier sans battement de cœur, mais une preuve vivante d'un crime. J'ai fermé les yeux, le bourdonnement de l'imprimante se mêlant au battement de ma poitrine. Soudain, j'ai pensé à Noé. Il demanderait « Mamie, où est papa ?» Et comment répondrais-je? Je savais que je ne pouvais pas mentir éternellement, mais comment dire la vérité à un enfant qui vient de perdre tout son monde? Un jeune enquêteur s'est approché, la voix douce. « Madame Dubois, nous aurons besoin de votre signature sur la confirmation du plus proche parent. Après cela, la dépouille sera libérée une fois les tests terminés. » J'ai pris le stylo, ma main tremblant si fort que les lettres se sont transformées en lignes déchiquetées. Chaque trait semblait creuser une nouvelle blessure dans mon cœur. Quand les formalités administratives ont été terminées, Cartier s'est approché. « Vous devriez vous reposer. Je vous tiendrai au courant dès que nous aurons quelque chose sur Brianna. » J'ai hoché la tête faiblement, mais je n'étais pas prête à partir. J'avais besoin de quelque chose, non pas pour m'apaiser, mais pour me faire tenir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai trouvé le numéro de Jacques Martin, l'ancien avocat de notre famille. Il avait aidé Clément lors du divorce avec Brianna. J'ai tapé un court message. « Jacques, j'ai besoin de conseils sur la tutelle légale de Noé. Appelez-moi dès que possible. » J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai appuyé ma tête contre le mur. Personne ne m'enlèverait Noé. Pas alors que son monde s'était déjà effondré. Je le protégerais comme je n'avais pas pu protéger Clément. Vers midi, Cartier est sorti en tenant un dossier estampillé. Il s'est arrêté près de moi et a dit tranquillement « Madame Dubois, nous transmettons officiellement l'affaire à la Brigade nationale de recherche des fugitifs. » Désormais, l'affaire s'appelle « Opération Pluie froide », du nom de la nuit où tout a commencé. Je l'ai regardé et j'ai répondu doucement.
Et ce sera aussi la nuit où la justice sera rétablie. En sortant de la morgue, le vent d'hiver m'a fouetté le visage, comme pour tester si je pouvais encore tenir debout. J'ai levé la tête et j'ai pris une longue inspiration. Oui, j'étais vivante et j'avais encore Noé. Serrant le sac de l'ours en peluche, j'ai marché lentement vers le parking. Chaque pas semblait lourd, mais à l'intérieur, une petite flamme s'est allumée. Le feu d'une mère qui a perdu un enfant, mais refuse de perdre aussi la justice. Je ne me souviens pas comment je suis rentrée à la maison. C'était comme si un mince brouillard avait tout recouvert. Les rues, les klaxons des voitures, le ciel terne au-dessus de Grenoble, comme si la ville elle-même n'osait pas déranger le deuil qui m'enveloppait. Mais dans ce silence, mon esprit était plus clair que jamais. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je ne pouvais pas laisser mon fils mourir pour rien. Et je ne pouvais pas laisser la personne qui a détruit notre famille s'en tirer grâce à un formulaire d'assurance. Ce soir-là, je me suis assise dans mon petit bureau. Le dossier d'assurance vie que Clément avait signé il y a 6 ans était étalé devant moi. La ligne « Bénéficiaire Brianna Morin » me transperçait le cœur comme une lame. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la ligne principale d'Avenir Prévoyance. La voix féminine familière a répondu « Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, Madame Dubois ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai gardé ma voix stable. J'aimerais demander un gel temporaire de toute demande de paiement liée à la police numéro 471, souscrite au nom de Clément Dubois. La bénéficiaire désignée fait l'objet d'une enquête criminelle. Silence pendant quelques secondes. Puis elle a dit « Je vais immédiatement transmettre cela à notre service juridique. Nous confirmerons avec les forces de l'ordre. Pouvez-vous envoyer une copie de l'ordonnance d'enquête ? Je l'enverrai aujourd'hui. » J'ai raccroché et j'ai expiré. C'était le premier coup sur un échiquier juridique que je savais devoir jouer avec précision. Alors que je posais le téléphone, Jacques Martin a rappelé. Sa voix était calme et ferme comme toujours. « Evelyne, j'ai eu votre message. Je suis vraiment désolée pour Clément. En ce moment, la priorité est de protéger Noé. Je vais vous aider à déposer une requête d'urgence pour la tutelle légale temporaire. En combien de temps cela peut-il être fait ? Si le tribunal approuve un examen d'urgence, dans les 72 heures. Je veux commencer maintenant, ai-je dit sans hésitation. Jacques m'a dit quel document préparer. L'acte de naissance de Noé, le certificat de décès de Clément et une déclaration de prise en charge temporaire de l'hôpital. J'ai imprimé chaque page, les mains tremblantes, mais les yeux fixés sur l'objectif. Ces pages n'étaient pas seulement de la paperasse, elles étaient ma promesse que personne ne toucherait à Noé, surtout pas la personne qui hantait déjà son sommeil. Le lendemain matin, le lieutenant Cartier est passé chez moi avec un nouveau dossier. « Nous avons retracé l'activité financière de Brianna » a-t-il dit, posant le dossier sur la table. Il y a 3 jours, sa carte a été utilisée à un distributeur automatique dans la banlieue de Meylan. Dans le même quartier, une boutique de photocopie ouverte 24h/24 a reçu un lot de documents d'assurance à imprimer et à faxer. J'ai compris instantanément. Elle se prépare à déposer une réclamation ? Exact, et probablement avec des documents falsifiés. Cartier s'est assis et a ouvert un autre dossier. Tranvos a accepté de coopérer en échange d'une peine réduite. Il dit que Brianna se cache dans une location à court terme dans le sud de Grenoble sous le nom de Lisa Myers. Il dit aussi qu'elle prévoit de faxer la réclamation, puis de retirer des fonds d'un compte local qu'elle a déjà ouvert. J'ai serré les poings. Elle pense qu'elle peut s'acheter une nouvelle vie avec la mort de mon fils. Cartier m'a regardé avec une pointe de respect. Madame Dubois, nous avons besoin d'une dernière chose de votre part.
Vous avez mentionné un email dans la boîte de réception de Clément. Oui. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allée à la boîte mail partagée. Dans les archives, il y avait toujours un email. Objet, seulement 2 mots. Signe ça, envoyé depuis l'adresse de Brianna. Exactement 2 jours avant la mort de Clément. Je l'ai transféré à Cartier. Elle ne sait pas que j'y ai accès. Cela pourrait être la clé pour prouver qu'elle lui a mis la pression. Cartier a hoché la tête. Parfait. Nous allons utiliser ça pour tendre le piège. Cet après-midi-là, au commissariat central, une petite réunion s'est tenue dans une salle d'interrogatoire. J'y ai participé en tant que témoin. Sur le tableau, Cartier a expliqué le plan. L'assureur enverrait un faux avis disant que le paiement avait été approuvé provisoirement, demandant à Brianna de finaliser les originaux à la boutique de photocopie qu'elle avait utilisée. Quand il a terminé, la pièce est devenue silencieuse. Je suis restée assise, un mélange de tremblement et de chaleur montant en moi. Des mois de douleur se concentraient en ce point unique. Si le plan fonctionnait, nous l'attraperions avec des preuves, et probablement avec ses propres mots. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais assise dans ma chambre, le clair de lune sur le bureau à côté de la photo de Clément et de l'ordonnance de tutelle temporaire que Jacques venait d'envoyer. J'ai parlé à la photo de mon fils. Demain, la justice fera un pas de plus. Aide-moi à rester forte. Le lendemain matin, la police a tendu le piège. Un faux SMS d'Avenir Prévoyance a été envoyé au numéro que Brianna utilisait avec eux. Votre approbation préliminaire de réclamation pour la police d'assurance vie NIA 111 a été traitée. Veuillez compléter les copies certifiées au point de vérification désigné avant 15 heures aujourd'hui. Des caméras cachées ont été placées autour de la boutique de photocopie. Des policiers en civil étaient assis dans un café de l'autre côté de la rue. Je suis restée dans une voiture à un demi-pâté de maison, le cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. À 14h47 précise, une berline argentée s'est arrêtée devant la boutique. La portière s'est ouverte et Brianna est sortie. Je l'ai reconnue immédiatement. Cheveux teints en noir, manteau beige, un léger boitement. Elle marchait vite, serrant un grand sac, les yeux fuyants. Dans mon oreillette, la voix de Cartier. Cible entrant. J'ai retenu mon souffle. À travers la fenêtre, Brianna s'est penchée sur la photocopieuse et a sorti une épaisse liasse de papier de son sac. Le vendeur, un policier en civil, les a pris et a fait semblant de les examiner. « Mademoiselle Morin ?» a-t-il dit doucement. « Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit de la réclamation d'assurance vie pour Clément Dubois ?» Elle a tressailli, puis a forcé un sourire. « Oui, je suis juste en train de finir la paperasse. » Très bien. La porte s'est ouverte brusquement. 2 policiers sont entrés, un signe en évidence. « Brianna Morin, vous êtes en état d'arrestation pour assassinat et fraude à l'assurance. » Un cri a fendu l'air. Brianna a trébuché, a laissé tomber les papiers, a lutté pour se dégager. « Je ne voulais pas le tuer. J'avais juste besoin d'argent. Je ne voulais pas lui faire de mal. » Personne ne la croyait plus. De la voiture, je l'ai regardée se faire menotter, la tête baissée, le visage tordu sous le flot des lumières rouges et bleues. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement du vide. Aucune victoire ne pouvait effacer la perte. Mais au moins, je savais que la justice avait atteint sa porte. Cartier est venu à ma voiture et a ouvert la portière. « C'est fait, Madame Dubois. Elle ne s'en sortira pas. » Je l'ai regardée, la voix rauque. « Merci, Cartier. Pas pour moi, pour Clément et pour Noé. » Il a hoché la tête et m'a serré l'épaule. Dehors, le vent portait l'odeur de la première neige. J'ai levé les yeux vers le ciel. Dans la brume grise, je pouvais presque voir Clément sourire, paisible, n'ayant plus peur. J'ai murmuré
C'est juste pour moi, mon fils. J'ai parcouru le chemin que tu n'as pas pu finir. Maintenant, le reste appartient à la justice. Le jour du procès, Grenoble était glacial, le ciel chargé de nuages gris. Une fine couche de neige tombait comme de la cendre, s'accrochant aux marches du palais de justice. Je portais un pull gris anthracite et je serrais la main de Noé en entrant. Il était différent maintenant, plus silencieux, plus âgé que son âge, mais la peur persistait dans ses yeux. Je me suis penchée, j'ai serré sa main et j'ai dit doucement « Pour ton père, nous devons être courageux. » Noé a hoché la tête, les lèvres serrées. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, des habitants, des visages que je ne connaissais pas. Une lumière blanche éclairait le mur où était inscrit « Au nom du peuple français », me rappelant que certaines justices arrivent tard, mais ne se perdent pas. Brianna Morin était assise au banc des accusés. Elle était décharnée, les cheveux sombres et gras, les yeux cernés. Même dans l'uniforme orange de la prison, elle gardait le menton haut, comme pour prouver qu'elle ne ressentait aucun remords. En face d'elle, Tranvos était voûté, les mains menottées posées sur sa taille, les épaules rentrées, évitant le regard de tout le monde. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. J'ai pris une profonde inspiration, tout mon corps se sentant scellé dans un bloc de glace. Le procureur, un jeune homme à la voix ferme, a commencé. « Monsieur le Président, aujourd'hui nous jugeons Brianna Morin et Tranvos pour la mort de Clément Dubois, dans la nuit du 12 janvier, dans le cadre d'un plan délibéré visant à profiter d'une assurance vie. » Il s'est tourné vers les jurés, la voix claire. « Nous démontrerons que mademoiselle Morin, l'ex-femme de la victime, en collaboration avec son complice, Tranvos, est entrée au domicile de M. Dubois, l'a agressé lors d'un différend au sujet d'une police d'assurance, puis a dissimulé le corps pour mettre en scène une fausse scène afin de percevoir une indemnité d'assurance vie de 1,2 million d'euros. » L'air s'est alourdi. J'ai entendu le crayon d'un journaliste gratter. La main de Noé a tremblé dans la mienne. Le procureur a exposé la chaîne des preuves. La déposition enregistrée de Noé avec l'enquêteur. La voix frêle d'un enfant, terriblement précise. Les photographies au luminol, des traînées bleu vif, cartographiant le sang de cette nuit fatale. Les preuves matérielles, la couverture ensanglantée, le manteau de femme, le reçu pour l'eau en bouteille et le contrat d'assurance désignant Brianna comme bénéficiaire. Puis, il a fait signe au technicien de diffuser le clip de la caméra de circulation. Le grand écran s'est allumé avec des images en noir et blanc d'une camionnette noire glissant sous la pluie. Les lampadaires scintillaient sur l'asphalte mouillé, révélant la benne recouverte d'une bâche et, en dessous, un long objet traîné. Un murmure a parcouru la salle. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. Noé a baissé la tête, serrant ma main fermement. Quand la vidéo s'est terminée, le procureur a dit lentement « Monsieur le Président, dans cette benne, nous avons trouvé le corps de Clément Dubois. Et le conducteur était Tranvos, co-conspirateur de Brianna Morin. » Il s'est tourné vers Brianna, la voix baissant. « Votre mobile, mademoiselle Morin, était simple et froid. L'argent. » Brianna s'est levée d'un bond, la voix criarde, dure. « Non, je ne le voulais pas. Je voulais juste qu'il signe. Tran l'a poussé. » Tous les regards se sont tournés vers Tran. Il a relevé la tête, le visage luisant de sueur, et a râlé. « Elle ment. Elle a tout planifié. Elle m'a dit de lui faire peur. Je ne savais pas qu'elle allait le tuer. » Brianna a crié. « Il ment. C'est lui qui l'a frappé. J'avais juste besoin d'argent pour nourrir mon enfant. » Le procureur a répondu glacialement. « Vous n'avez pas d'enfant, mademoiselle Morin. Noé est le fils de l'homme que vous avez blessé. » La salle d'audience est tombée dans le silence.
J'ai fermé les yeux, alors que les larmes coulaient, luttant pour ne pas faire de bruit. Le procureur s'est avancé et a ouvert son ordinateur portable. Monsieur le Président, j'aimerais diffuser un email et un fichier audio récupérés sur le téléphone de la victime. Des haut-parleurs est sortie la voix de Brianna, froide, sèche et aussi tranchante qu'une lame. Signe ça, Clément. Signe ça et l'argent sera à moi. Tu me dois cette vie. Le son a fait frissonner toute la salle. J'ai vu quelques personnes dans la galerie secouer la tête. Le procureur a calmement fermé le dossier et a regardé droit vers l'accusé. Si, comme vous le prétendez, ce n'était qu'un accident, pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide? Notifier la police au lieu de cacher le corps, de mettre en scène une fausse scène et de déposer la réclamation d'assurance le jour même? Une personne innocente ne fait pas cela. Brianna a éclaté en sanglots, la tête baissée, les épaules secouées. Mais ses larmes, je le savais, n'étaient menées pas du remords. C'était la prise de conscience que toutes les issues s'étaient fermées. Quand son avocat a parlé, il a tenté de sauver son cas avec des arguments familiers. L'accusée n'a pas de casier judiciaire. Elle était désespérée, écrasée par les dettes. La mort de M. Dubois était un accident involontaire, le résultat d'une bousculade lors d'une dispute animée. Le procureur s'est levé immédiatement, sa voix résonnant dans la salle tendue. Monsieur le Président, si c'était une bousculade involontaire, pourquoi transporter le corps de la victime en périphérie, le cacher dans un entrepôt frigorifique et ouvrir un compte pour recevoir l'indemnité d'assurance seulement 2 jours plus tard? S'il n'y avait pas d'intention, pourquoi un plan aussi détaillé? Le marteau du juge a frappé, appelant à l'ordre. Brianna s'est affaissée, le visage vidé de son sang. Elle a regardé autour d'elle, et ses yeux ont rencontré les miens. Pendant un bref instant, il n'y avait plus de fierté en elle, seulement de la panique. Je l'ai regardée en retour, non pas avec haine, mais avec un profond vide, car à ce moment-là, je savais qu'elle avait tout perdu comme je l'avais fait autrefois. Sauf que je l'avais perdu par amour, et elle l'avait perdu par cupidité. 3 heures plus tard, le jury est revenu. Personne ne parlait. Seuls les pas lourds résonnaient dans le couloir. Le président du jury se tenait debout, tenant le verdict. Le juge a demandé. « Le jury a-t-il atteint un verdict ?» Il a hoché la tête. « Oui, monsieur le président. » La salle d'audience est tombée dans le silence. J'ai serré la main de Noé fermement. Nous déclarons l'accusée, Brianna Morin, coupable d'assassinat et de fraude à l'assurance. Nous déclarons le co-accusé, Tran Vos, coupable de complicité d'assassinat et de dissimulation de preuves. Le juge a frappé le marteau 3 fois. Accusée Brianna Morin, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Co-accusé, Tran Vos, 20 ans de prison. L'écho du marteau a rempli la pièce comme la coupe finale, rompant tous les liens entre le passé et le présent. Brianna a sangloté, ses mains tirées en arrière alors qu'elle hurlait en étant escortée. « Non, je ne le voulais pas. J'avais juste besoin de l'argent. » La porte de la salle d'audience s'est refermée derrière elle, avalant ses cris dans le couloir froid. Je suis restée assise longtemps, épuisée et soulagée. Noé a appuyé sa tête sur mon épaule et a murmuré. « Mamie, est-ce que ça veut dire que papa peut se reposer maintenant ?» J'ai caressé ses cheveux et j'ai souri à travers mes larmes. « Oui, Noé, ton père peut se reposer maintenant. » Dehors, la faible lumière du soleil de fin d'hiver filtrait par la fenêtre et tombait sur le banc où la justice venait d'être rendue. Et je savais qu'à partir d'aujourd'hui, nous continuerions à vivre, non pas dans l'ombre de la douleur, mais dans la lumière de la vérité. 2 mois après le procès, la neige avait fondu sur les toits de Grenoble. La ville retrouvait lentement son rythme habituel, bien que pour moi, le temps soit toujours figé au moment où le marteau est tombé. Peut-être que la blessure d'une mère ne guérit jamais vraiment. Elle se calme seulement
comme une cicatrice pâle sur la main, toujours sensible au toucher, mais qui ne saigne plus. J'ai décidé de vendre la maison de Clément. Elle avait autrefois été remplie des rires d'un père et de son fils. Maintenant, elle n'était que ombre et souvenir. Chaque fois que je franchissais le seuil, je pouvais presque entendre Clément appeler. « Maman, je suis à la maison !» et le rire de Noé depuis le salon. Maintenant, ces sons ne vivaient que dans ma tête. J'ai emballé tout de mes propres mains sans engager de service. Je voulais toucher chaque objet, ma façon de dire au revoir. Dans le tiroir du bureau de Clément, j'ai trouvé la cravate bleu foncé qu'il portait à notre dernier dîner de Noël. À côté, il y avait une tasse peinte à la main que Noé avait faite pour son père en cours d'art. Le dessin maladroit, 2 bonhommes allumettes se tenant la main, m'a serré la gorge. J'ai décidé de garder ces 2 choses, ainsi qu'une photo de nous 3 dans le jardin. Tout le reste, je l'ai emballé pour l'acheteur. Le dernier après-midi de nettoyage, Noé était assis sur les marches, regardant la lumière du soleil obliquée par la fenêtre. Il ne parlait pas beaucoup, demandant seulement doucement. « Mamie, est-ce que papa peut nous entendre ?» Je me suis assise à côté de lui, j'ai lissé ses cheveux et j'ai répondu, la voix aussi légère que la brise. « Ton père entend avec le vent et avec ton cœur. Chaque fois que tu te souviens de lui, il est là. » Noé a posé sa tête sur mon épaule et est resté silencieux longtemps. Dehors, des moineaux voletaient à travers les bougainvilliers, le son de la vie qui continue, même si nos cœurs n'étaient pas encore tout à fait au diapason. Le jour du déménagement, je n'ai pas regardé en arrière. Quand la porte s'est fermée, j'ai entendu la serrure tourner, sèche et définitive, comme le point final d'un long chapitre de deuil. Nous avons déménagé dans le petit village de Chartreuse, où je suis née, à un peu plus de 100 km de Grenoble. Ma vieille maison en bois se trouve à la lisière d'un bosquet de bouleaux, où chaque matin, la lumière du soleil filtre à travers les feuilles et dépose de douces rayures dorées sur le sol. Il n'y a pas de sirène, pas de gyrophare, seulement l'odeur de la sève, de la terre humide et le vent qui murmure à travers les troncs de bouleaux blancs. Noé a commencé une thérapie régulière dans un centre près de son école. Le médecin m'a dit de ne pas le forcer à oublier, mais de lui apprendre à nommer sa peur. Quand un enfant peut dire de quoi il a peur, le monstre dans le noir perd son pouvoir, a-t-elle dit. À la première séance, Noé est resté assis tranquillement, serrant son ours en peluche. Mais peu à peu, il a commencé à parler. Pas beaucoup, mais assez pour que je voie la confiance revenir dans ses yeux. Un jour, j'ai trouvé un dessin. Un homme debout dans une forêt avec 2 personnes se tenant la main derrière lui. Dans le coin, Noé avait écrit en lettres capitales tremblantes « Papa sourit ». J'ai mis ce dessin sur le réfrigérateur, juste à côté de la photo de Clément. Chaque matin, en ouvrant la porte pour le lait, je voyais ce sourire. J'ai dit à Noé, « Ton père sourit ici tous les matins. Tu vois comme la lumière attrape ses yeux ?» Noé a hoché la tête et a esquissé un petit sourire. La vie a lentement retrouvé son rythme ordinaire. J'ai recommencé à cuisiner, quelque chose que je n'avais pas pu faire depuis des mois. Un après-midi au marché des fermiers, j'ai vu un sac de semoule de maïs jaune, le genre que Clément aimait pour le pain de maïs sucré. Je me suis souvenu comment, pour mon dernier anniversaire, il avait plaisanté. « Apprends-moi, maman. Je serai ton premier client. » J'ai acheté la semoule de maïs, je me suis tenue dans ma petite cuisine et j'ai allumé une station de musique classique. Quand l'odeur de la cuisson a rempli la pièce, j'ai fermé les yeux. C'était doux, chaud et portait un souffle du passé. J'ai coupé une tranche,
Je l'ai posé sur une assiette à côté de la photo de Clément. Tu as promis d'être le premier client, ai-je dit doucement. Alors, aujourd'hui, tiens cette promesse. Dehors, le crépuscule s'est installé sur les bouleaux. La lumière du soleil vacillait à travers les minces troncs blancs. Noé jouait avec le petit chien que notre voisin lui avait donné. Ses rires résonnaient à travers les arbres, clairs et chauds comme des carillons éoliens précoces. Je me suis assise sur le porche, et pour la première fois depuis des mois, mon cœur ne s'est pas serré à la pensée de Clément. Je savais que la douleur ne disparaîtrait pas, mais ce n'était plus un abîme qui m'aspirait. Maintenant, c'était une source souterraine, calme, nourrissant toujours ce qui restait. La nuit, après que Noé se soit endormi, j'ai ouvert la fenêtre du salon. La brise de la forêt portait le bruissement des feuilles. J'ai parlé doucement, juste pour le vent. Clément, repose en paix. Noé guérit, et moi, je vivrai bien, comme tu le voulais. Un clair de lune tombait sur la table, couronnant la photo de mon fils d'un mince halo. Pendant un instant, je pouvais presque le voir sourire, doux, en paix, sans fardeau. J'ai fermé la fenêtre, éteint la lumière et laissé la pièce dans la douce lueur de la lune. Dehors, le bosquet de bouleaux murmurait. Le vent apportait l'odeur de la terre et le son de la vie, me rappelant que peu importe la perte, chaque matin est un nouveau départ. Le printemps arrive tard à Chartreuse. Souvent, ce n'est qu'en mars que la neige fond enfin, révélant une herbe fraîche imbibée de rosée. Un matin, j'ai ouvert la fenêtre sur l'odeur de la sève et le son des enfants qui riaient dans le jardin voisin. Ce son ordinaire m'a serré la gorge. Il y avait si longtemps que cette maison n'avait pas entendu de rire d'enfants. Noé parle plus maintenant. Il me raconte sa nouvelle école, la maîtresse blonde qui garde un crayon derrière son oreille, son ami Malik qui partage la moitié de son sandwich, le chat errant dans les bois qu'ils ont nommé Capitaine Moustache. Quand il parle, ses yeux s'illuminent. Ses petites mains s'agitent, tout comme le faisait Clément quand il était petit. J'écoute sans l'interrompre, hochant seulement la tête de temps en temps, craignant que si je parlais, je ne brise la fragile paix de ces moments. Mais la nuit, les cauchemars le visitent encore. Certaines nuits, Noé se réveille en sursaut, murmurant « Papa !» puis s'assoit brusquement, les yeux grands ouverts, sa chemise humide de sueur. Je l'enlace et je fredonne « Fais dodo, colasse mon petit frère !» la berceuse que je chantais à Clément chaque fois qu'il y avait du tonnerre. Nous restons ainsi jusqu'à ce que la respiration de Noé se calme, sa poitrine se soulevant comme un oisillon après une tempête. Parfois, je continue de chanter même après qu'il se soit endormi, car la mélodie me donne l'impression que Clément est assis à proximité, hochant la tête tranquillement, me disant « Continue, maman. Vous vous débrouillez très bien. » Quand le printemps s'est installé, une idée plus grande a pris racine. Un matin, en triant les papiers de l'affaire, j'ai vu le rapport d'enquête final avec la signature du lieutenant Cartier et de l'équipe. Sous la lumière du soleil, l'encre bleue semblait briller. J'ai pensé à ces gens, les détectives, les médecins, le thérapeute et notre voisine, Madame Lefebvre, qui m'ont aidé à maintenir ce monde intact. Peut-être était-il temps de donner quelque chose en retour. J'ai donc créé un petit fonds au nom de Clément, en utilisant le règlement civil et une partie de la vente de la maison. Son but était simple, aider aux frais de scolarité, à la thérapie et à l'hébergement pour les enfants dont un parent a été victime de violences domestiques. Je l'ai appelé le Fonds des petits cœurs courageux, car j'ai pensé à Noé et à tous les enfants qui doivent apprendre la force avant même de comprendre la faiblesse. Quand j'ai rempli le formulaire d'enregistrement, mes mains tremblaient. L'employé a demandé « Êtes-vous sûre de vouloir gérer le fonds vous-même et ne pas être seulement une fondatrice de nom ?» J'ai souri. J'ai presque tout perdu,
Mais si cela peut aider un enfant à garder une mère ou un père, alors j'ai encore beaucoup à donner. Il m'a regardé, puis a signé sans autre question. Ce soir-là, j'ai écrit des lettres de remerciement. Une aux enquêteurs qui non seulement ont trouvé la vérité, mais m'ont aidé à croire que la justice existe encore. Une au médecin de Noé pour l'avoir guéri, lui et moi. Une à Madame Lefebvre, la voisine qui n'a pas détourné le regard quand elle a vu les lumières vaciller cette nuit de tempête. J'ai écrit à la main. Les lignes n'étaient plus droites, mais chaque mot portait ma gratitude. J'ai scellé chaque enveloppe et les ai posées sur la table, me sentant comme si j'avais déposé une lourde pierre que j'avais portée trop longtemps. Les jours suivants, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les grands-parents élevant leurs petits-enfants au centre communautaire. Une petite pièce sentant le café faible et les vieilles chaises en bois où des personnes aux cheveux gris parlèrent des petits qu'ils réapprenaient à élever. Certains avaient perdu leurs enfants à cause de la maladie, d'autres à cause de la guerre, d'autres, comme moi, à cause d'une tragédie. Pourtant, même dans ces histoires de larmes, il y avait des rires. J'ai appris qu'être grand-mère demande non seulement de l'amour, mais aussi de la patience et des limites. Je ne peux pas compenser pour Noé en le gâtant. Je dois être ferme et chaleureuse pour qu'il sache qu'il est élevé, pas plein. Chaque semaine, j'emmène Noé avec moi. Il aime dessiner dans un coin pendant que je parle avec des gens qui comprennent. Une fois, Jeannet, une veuve avec 3 petits-enfants, m'a pris la main et a dit « Evelyne, ce garçon a de la chance, pas parce que tu l'as sauvé, mais parce que tu lui apprends à vivre. » Je ne pouvais que sourire, les yeux pleins de larmes. Un après-midi de mai, nous avons planté un érable rouge dans le jardin arrière, à l'endroit où Clément avait autrefois construit une balançoire pour Noé. Noé et moi avons creusé dans la terre, les mains boueuses, riant tous les deux. Quand l'arbre a été mis dans le trou, j'ai demandé « Veux-tu lui donner un nom ?» Noé a réfléchi un instant. « Appelons-le l'arbre du courage, mamie. Papa disait « Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avancer même quand on a peur. » Je suis restée immobile, puis j'ai hoché la tête. Alors, c'est l'arbre du courage. Ce soir-là, alors qu'une lumière dorée baignait les bouleaux, nous avons arrosé le jeune arbre. Ses feuilles rouges foncées attrapaient la lumière comme une petite flamme. J'ai murmuré « Clément, regarde. » Noé apprend à se tenir droit à nouveau. Cet arbre grandira avec lui comme une promesse. La nuit, je me suis versé une tasse de tisane à la menthe et j'ai ouvert un vieil album. Clément, enfant, le genou écorché après une chute dans la rue de l'Érable. Le jour où il a gagné le concours d'art de l'école. La première fois qu'il m'a apporté des fleurs sauvages et m'a dit « Tu es la plus belle femme du monde, maman. » J'ai raconté chaque histoire à Noé, un peu chaque soir, pour qu'il sache avec quelle joie son père a vécu et ce dont il rêvait. Noé écoutait attentivement, souriant parfois simplement appuyé sur mon épaule. À la fin de chaque histoire, je disais « Ton père était courageux, Noé, tout comme tu l'es maintenant. » Et chaque fois, il souriait d'un sourire doux et chaleureux, comme un rayon de soleil après la pluie. Dehors, le vent soupirait à travers les bouleaux. J'ai fermé les yeux et j'ai senti mon cœur s'apaiser comme un lac immobile où le chagrin s'était déposé, laissant place à la paix pour se refléter. Je savais que nous revenions à la vie, non pas bruyamment ou grandiosement, mais par de petits pas tranquilles, réguliers. Et peut-être que dans ce calme, j'avais trouvé ce qui comptait le plus. La conviction que la vie, même brisée, peut recommencer avec l'amour. Ce soir, la lune est si pleine et si brillante qu'elle ressemble à un voile d'argent sur le bosquet de bouleaux. Une douce lumière tombe sur le toit du porche, les branches qui se balancent
et le petit visage de Noé, où je vois le sourire de Clément. Je le porte dehors, j'enroule une couverture autour de nous deux. Le vent murmure à travers les feuilles. Peut-être le murmure du souvenir, ou des êtres chers qui ne sont jamais vraiment partis. Je lève les yeux et je parle dans mon cœur. Clément, pour le reste du chemin, laisse-moi protéger ton garçon de la pluie. Tu as fait ta part. Maintenant, repose-toi. Noé suit mon regard et demande doucement. Mamie, où est papa dans le ciel? Je souris et je montre l'immensité sombre. Là où est la lumière, Noé, là où il peut te voir chaque fois que tu souris. Il hoche la tête et s'appuie contre moi. Nous avons fabriqué des lanternes en papier cette nuit-là. J'ai appris à Noé à plier le papier craft et à coller des panneaux jaunes pâles autour d'un petit cadre en bambou. Ses petites mains sont devenues collantes, mais ses yeux pétillaient. Quand nous avons allumé la bougie, la douce lueur s'est répandue sur le porche. J'ai dit, « Tu vois, une petite lumière et le noir n'est plus si effrayant. » Noé a souri, inclinant la tête. Comme toi et moi, n'est-ce pas? Juste deux petites personnes, mais toujours brillantes. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai serré fort dans mes bras. Oui, deux petites personnes qui peuvent s'éclairer mutuellement. Après avoir sorti les lanternes, nous avons écrit 3 vœux sur un bout de papier. Nous l'avons plié et nous l'avons glissé sous la bougie. Paix, courage, vérité. J'ai choisi ces mots non seulement pour Noé, mais pour moi-même. J'avais vécu dans la peur, le regret et la douleur de la perte. Mais une fois que la justice est arrivée, même tardivement, j'ai compris que la vérité a sa propre voix si nous sommes assez patients pour l'écouter. J'ai repensé au chemin parcouru et j'ai vu comment un simple fil détaché, comme Clément laissant Brianna comme bénéficiaire de la police, pouvait se dénouer en une tragédie. La vie est fragile. Une mauvaise signature, une confiance mal placée. Mais j'ai aussi appris que si nous nous accrochons à ce qui est juste et que nous gardons foi en la justice, la lumière retrouve son chemin, même si elle prend la longue route. Je ne suis plus en colère contre Brianna. La colère s'est estompée comme la brume matinale. Ce qui reste, c'est de la pitié pour une âme qui s'est perdue dans la cupidité. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est la façon dont je choisis de continuer. Clément aurait voulu cela pour moi. Noé est différent maintenant. Plus fort, plus gentil, commençant à se soucier des autres. Un après-midi, il m'a trouvé en train de regarder par la fenêtre et m'a apporté une tisane. « Tu dois te reposer pour pouvoir continuer à me raconter des histoires, » a-t-il dit. J'ai ri, un son que je pensais ne plus jamais faire. L'été est arrivé et l'arbre du courage a commencé à s'étirer vers le haut, ses feuilles d'un vert plus profond, bruissant comme un accueil à notre nouvelle vie. Chaque matin, Noé et moi l'arrosions. Je lui ai dit « Cet arbre est comme toi, Noé. Il a commencé comme une petite branche, mais avec la lumière et l'amour, il a appris à se tenir droit. » Il a incliné la tête. « Alors, quelle est ma lumière, mamie? » « L'amour et le respect de soi, ai-je dit. Nous maintenons notre famille avec ces 2 choses, pas avec de l'argent. » Je lui ai appris les mêmes choses simples que j'ai apprises à Clément. Ne pas mentir, ne pas abandonner. Et quand tu as peur, regarde la lune. Même quand elle est cachée, elle est toujours entière. Et le cœur, même après avoir été blessé, peut briller à nouveau s'il y croit encore. Ce soir, avec les lanternes brillant d'un or doux, j'ai écrit les dernières lignes du journal que j'ai commencé le jour où Clément a disparu. Je n'ai pas écrit pour pleurer, mais pour me souvenir que chaque perte a de la valeur si nous pouvons la transformer en force. J'ai fermé le livre
et j'ai regardé le porche. La lune était haute, brillante et pleine, projetant les ombres d'une grand-mère et de son petit-fils s'appuyant l'un contre l'autre. J'ai murmuré « Merci pour cette seconde chance. Merci de m'avoir laissé être une mère, une grand-mère, et toujours moi-même. » Noé a montré la lune du doigt. « Papa, regarde, mamie. » J'ai souri. Oui, et il est fier. Je savais qu'à partir de ce soir, nous avions vraiment traversé la douleur. Non seulement en survivant, mais en vivant. Les cœurs ouverts, les yeux tournés vers la lumière,